Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous parler de la lune noire, appelée également Lilith, et de son interprétation dans le thème astrologique. Je vais déjà vous donner quelques indications sur ces deux appellations, Lilith, la lune noire, donc des points aussi clés à connaître concernant cette configuration et comment l'interpréter de manière générale. Puis ensuite, nous verrons son interprétation en bélier et en taureau. Les vidéos suivantes traiteront des 10 derniers signes qu'il restera à aborder. Je ne vais pas faire le tour des maisons pour le coup, parce que là, ce serait encore trop long. Mais voilà, commençons déjà par voir qui est Lilith et à quoi elle renvoie dans l'histoire religieuse, dans l'histoire mythique. Donc Lilith serait a priori une très ancienne divinité. On la situe à l'époque mésopotamienne. C'était une divinité liée au vent et à la tempête, une divinité, une déesse vierge, dans le sens où elle n'a pas de mari et elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a une réputation des plus sulfureuses, elle représente quelque chose d'assez sombre au niveau des divinités, puisque elle était connue pour séduire les hommes, être un danger pour les femmes, notamment les femmes en couche, et elle était représentée sous la forme d'une succube, c'est-à-dire avec des ailes et à la place des pieds, des griffes, un peu style griffe d'aigle. Donc elle n'était pas, on va dire, forcément très bien vue comme déesse. Alors quand on se penche sur Alice Bailey, astrologie ésotérique et donc l'enseignement du maître tibétain, il y a un passage au cours duquel le nom de Lilith est évoqué. Et donc j'avais envie de le partager avec vous parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est évoqué dans le chapitre qui est consacré au signe de la Vierge, parce que ça renvoie à une déesse vierge, Lilith. Et également parce qu'en fin de compte, on va se rendre compte qu'elle serait encore plus vieille que l'époque de la Mésopotamie, elle daterait de l'époque de l'Atlantide. Alors, l'Atlantide, c'est une légende. Certains y croient, certains n'y croient pas, puisqu'il n'y a pas de trace formelle que ce continent, cette île-continent, ait existé. Néanmoins, quand on lit Alice Bailey, l'Atlantide est évoquée à plusieurs reprises comme ayant été une période où l'humanité aurait connu un stade d'évolution relativement avancé jusqu'à, et ça reprend les légendes connues de l'Atlantide, contribuer plus ou moins à son autodestruction. L'île se serait effondrée et enfouie dans la mer et sous le sol, quelque part. Elle serait destinée un jour à remonter à la surface. Mais bon, ça c'est une autre histoire et c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc je voudrais vous lire, partager ce passage d'astrologie ésotérique, donc c'est page 229, au début du chapitre sur la Vierge, dans lequel Lilith est très brièvement énoncée, mais le contexte dans lequel est énoncé nous permet aussi d'éclairer un petit peu son interprétation dans le thème de naissance. Donc, je partage avec vous ce passage. Donc, il est écrit, dans toutes les grandes religions du monde, la Vierge Mère apparaît. Je voudrais cependant souligner 4 noms par lesquels la Vierge est désignée et qui vous sont familiers. Dans leur ensemble, ils nous révèlent la nature de la forme dans la Vierge et le symbole. Le mot Virgo lui-même est une déformation d'un ancien mot racine atlantéen qui était appliqué au principe maternel à cette époque lointaine. Cette Vierge, donc une très ancienne Vierge, était la fondatrice du matriarcat qui dominait alors la civilisation, donc l'Atlantide aurait été une civilisation matriarcale, dont divers mythes et légendes nous apportent la preuve. Ils sont parvenus jusqu'à nous et nous parlent de Lilith, la dernière déesse vierge de l'époque atlantéenne. Déesse vierge de l'époque atlantéenne, la toute dernière, qui aurait été en quelque sorte célébrée à cette époque-là. Je continue. La même idée se retrouve également dans les récits traditionnels des anciennes Amazones, dont la reine fut vaincue par Hercule, qui lui arracha ce qu'il cherchait. Ceci est une allégorie qui nous parle de l'émergence de l'homme spirituel hors de la domination de la matière. 3 de ces déesses sont Ève, Isis et Marie. Elles sont d'une importance significative et particulière en ce qui concerne notre civilisation, car elles incorporent en elles le symbole de la nature tout entière de la forme qui, lorsqu'elle est intégrée et fonctionne comme une seule personne, s'appelle la personnalité. Donc tout ça pour dire que parmi les hypothèses d'interprétation de Lilith dans le thème de naissance, il me semble qu'il serait possible de la renvoyer à cette matière qui n'aurait pas encore été spiritualisée, qui n'aurait pas été fécondée par l'esprit et donc par on va dire ce qui est représenté par le masculin.
Donc, elle représente des tendances archaïques, lourdes, sombres, non transformées, non transmutées. Une part où l'amour serait en quelque sorte absent, où la lumière, amour, lumière, âme sont des mots synonymes. Et donc, ces aspects-là sont quelque peu, pour ne pas dire complètement, absents chez Lilith. Elle va petit à petit évoluer, hein, cette perception de la déesse vierge, mais effectivement, selon moi, Lilith peut renvoyer à cette partie de nous, de notre psyché, qui est encore peu, voire quasiment pas, imprégnée par l'amour. Donc de vieilles tendances, des vieilles difficultés, des peurs, voilà, assez sombres, quelque chose d'assez lourd. Voilà ce que j'avais envie de partager. Ensuite, si on continue effectivement à retracer l'histoire de Lilith à travers les religions de façon très, très briève, on va la retrouver dans la tradition juive où là, elle est évoquée comme étant un démon, première épouse d'Adam, donc le principe masculin, le principe féminin, avant Ève. Lilith aurait été façonnée avec de la terre en même temps qu'Adam, mais contrairement à lui, elle aurait été faite avec de la terre impure, d'où son caractère démoniaque, c'est-à-dire que la matière qui n'a pas été fécondée par l'amour peut être assimilée à un côté, on va dire, démoniaque. Devenue ensuite une figure féministe, maintenant Lilith, quand on l'évoque dans certains milieux, elle représente la femme insoumise, indomptée. C'est vrai aussi qu'en étant vue comme étant la première épouse d'Adam et n'ayant pas été, contrairement à Ève, créée à partir de lui, puisque Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam, elle serait son égale. Lilith est l'égale d'Adam à ce niveau-là. Simplement, elle a été créée par de la terre impure, donc de la matière non spiritualisée. Et donc, elle représente effectivement quelque chose qui a son existence à part entière, qui contient aussi quand même une certaine sagesse. On pourrait dire c'est la sagesse ou l'intelligence qui est présente dans la matière, mais qui peut se révéler potentiellement dangereuse. Bon, Lilith est vue comme assumant ses désirs, n'ayant pas d'interdit. En gros, elle fait ce qu'elle veut, y compris donc séduire, tuer, jouir des plaisirs de la chair, etc., etc. Donc, peut-être que cela nous donne un peu aussi des pistes pour comprendre comment interpréter Lilith, la lune noire dans le thème de naissance, dans le sens où cela peut renvoyer à des pulsions, ça peut renvoyer aussi à des choses lourdes, sombres, qui peuvent être présentes au niveau peut-être karmique, voire transgénérationnel. C'est des choses qui peuvent poursuivre aussi les personnes de la famille. Et nous, on va avoir à travailler avec cette matière sombre, cette matière qui n'a pas été spiritualisée. Donc, l'importance d'y mettre de la lumière, de comprendre les choses, lumière, âme, tout ça c'est synonyme, conscience. Donc travailler avec Lilith pour contrebalancer les effets lourds plambants, ça revient à travailler avec de la conscience, à mettre les choses un petit peu en lumière. On retrouve cette idée de quelque chose sombre avec sa deuxième appellation, c'est-à-dire la lune noire. Donc il y a bien cette notion de quelque chose d'un peu ténébreux. Le noir peut être défini comme l'absence de lumière, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été touché, transmuté par l'âme. L'âme, la lumière, une partie vraiment archaïque qui est reliée donc à la matière elle-même. Elle représente la face cachée de notre identité, celle que l'on peut ignorer ou qu'on a enfouie ou qu'on a du mal à les toucher, peut-être aussi parce qu'on en a peur, parce qu'on en a honte, parce que voilà, ça nous dérange, ça nous plombe. Et donc, c'est un effort particulier que d'aller voir Lilith, d'aller voir la lune noire, d'aller voir ce qu'elle évoque en nous et de le travailler. Ça demande d'y aller quand même avec beaucoup de douceur parce que vraiment ça peut être plombant de travailler avec la lune noire, mais n'empêche que si on ne le fait pas, on risque de vivre des périodes de vie avec des crises ou des épreuves dont on ne va pas non seulement comprendre le sens, mais aussi qui pourraient se reproduire parce que justement on n'a pas déterminé d'où ça venait et ce que ça pouvait renfermer en termes d'inconscient ou de subconscient vraiment profond. Donc, ça demande quand même, en tout cas si on veut évoluer en conscience et non seulement se délester de choses lourdes, difficiles, mais également accentuer la spiritualisation de la matière, ça demande à être vu. On peut aussi dire que d'une façon un petit peu plus entre guillemets légère, la lune noire et Lilith peut représenter cette part de choses un petit peu mystérieuses, des connaissances, des savoirs, des approches qui peuvent nous intéresser et par rapport auxquelles on peut justement développer des connaissances, creuser, qui peuvent aussi nous aider à travailler sur les aspects plus émotionnels, lourds, plombants, les peurs
que cette lune noire représente. Donc voilà, c'est quelques éléments de base que j'avais envie de partager. Je continue avec des éléments un petit peu clés concernant la lune noire et Lilith, et après je vous proposerai différentes interprétations de cet aspect. Alors déjà, Lilith ou la lune noire, ce n'est pas une planète, ce n'est pas un astéroïde, c'est un point qui a été calculé, un point fictif qui est calculé par rapport à la position de la lune. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que ces aspects techniques, bon, peu importe, vous les trouverez ailleurs et ça nous aide pas à l'interpréter. Simplement, effectivement, c'est important quand même de savoir que ça n'est pas une planète. C'est comme les nœuds nord, en fait, c'est nœud nord, nœud sud, c'est calculé en fonction de la position entre voilà la planète, l'axe, la lune, etc. Il y a 3 façons de la calculer, 3 façons de la poser dans le thème de naissance. Il y a ce qu'on appelle la lune vraie, la lune moyenne et la lune corrigée. La lune vraie et la lune moyenne sont relativement proches l'une de l'autre, souvent dans le même signe. La corrigée peut être un peu plus loin. Personnellement, je travaille avec Lilith vraie. Ceci dit, selon les astrologues et selon leur sensibilité par l'école par laquelle ils sont passés, il peut y avoir différentes approches. Je ne prétends pas que celle que je propose soit juste et vraie. En tout cas, voilà, moi je travaille avec Lilith vraie. D'ailleurs, je vous propose un petit passage d'explication sur ce qu'est la Lilith vraie, comment elle est calculée. Mais après, à chacun de choisir ce qui lui correspond le plus. Elle passe environ 9 mois dans un même signe, environ, parce que son mouvement peut être un petit peu chaotique. Voilà, donc au bout de 9 mois, elle change de signe. Et donc voilà, globalement, par rapport aux éléments que je vous ai indiqués précédemment, elle va représenter les aspects un peu sombres, les désirs refoulés, les instincts primaires, mais également nos peurs profondes, nos luttes internes par rapport à une vulnérabilité émotionnelle, des choses qui peuvent quand même nous plomber, voire provoquer de l'angoisse ou de l'anxiété. C'est sur cette idée que c'est pas quelque chose de fun, la lune noire ou Lilith. Elle représente des aspects cachés de la personnalité qui nécessitent une intégration consciente, mais justement, elle possède en elle un potentiel initiatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le travail de transmutation se fait, elle va nous permettre de vivre une profonde transformation intérieure et comme je disais aussi de participer à la spiritualisation de la matière, elle peut provoquer une renaissance où on est libéré de ces aspects sombres, plombants, de ces pulsions, de ces peurs, de ces schémas enfermants. Et donc, elle nous aide quelque part aussi à nous élever et elle peut nous montrer la voie de type de mystère que l'on peut creuser, pour lequel voilà, on peut avoir des affinités, on peut les comprendre intimement parce que quelque part on est connecté un peu à ça. Et donc voilà, ce qui pourrait être à explorer avec des pincettes. Faut y aller tranquillement parce que il y a toujours entre guillemets le danger d'être happé par ce côté sombre. Mais voilà, ça peut être une part aussi à explorer sur le plan intellectuel, sur le plan de sujets de connaissances à développer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour un premier niveau d'interprétation. Je vais à présent rentrer dans les 2 interprétations que sont une lune noire en bélier et ensuite une lune noire en taureau. Donc comme je vous le disais, à chaque fois, je vous propose différentes interprétations possibles qui peuvent se combiner, mais vous ne serez pas forcément concerné par toutes, et puis toutes ne vont pas forcément s'exprimer au même moment de votre vie. Et ce qui est déterminant aussi à voir, c'est dans quelle maison se trouve votre lune en bélier ou votre lune en taureau pour cette vidéo, puisque ça va avoir un impact significatif. Je vais d'ailleurs prendre 2 exemples de personnalités ayant la lune noire en bélier et donc de la lune noire en taureau. La première, c'est Vincent Van Gogh, qui était donc du signe du bélier, son soleil était en bélier, et il avait également la lune noire en bélier, et les deux, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, en haut du thème, les deux se trouvaient en maison 10, donc la maison de la maîtrise, la maison des responsabilités, la maison des experts, de ceux qui peuvent vraiment développer une forme de compétence poussée dans un domaine donné. Et c'est intéressant de mettre donc effectivement l'interprétation de la lune noire en bélier en rapport avec la vie qu'a connue Vincent Van Gogh, même si, comme à chaque fois, il va falloir aller voir aussi le thème global, parce que tout ne va pas être expliqué par sa lune noire en bélier. Mais voilà, bon, je vais y venir. Reprenons un petit peu déjà, ou commençons par les points essentiels de la lune noire en bélier. Elle traduirait une difficulté cachée d'incarnation. C'est quoi une difficulté cachée d'incarnation? C'est que voilà, l'âme a choisi
de revenir en incarnation, et donc elle se construit des véhicules, elle se construit un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, une personnalité, mais il y a chez la personne des souvenirs de souffrance, de vie passée, de terreur ou des choses vraiment difficiles qui font qu'en fait, si elle avait eu le choix en tant que personnalité, elle ne serait pas revenue. C'est l'âme qui impulse le retour en incarnation, mais il y a comme une espèce de mal-être, voire de rejet, plus ou moins de refus de ce retour dans l'incarnation. Bon, l'âme, c'est ce qu'elle fait, mais sur notre côté, la personnalité peut se dire, waouh, c'est quand même pas fun, c'est quand même pas facile d'être incarné. Et ça peut aussi provoquer des difficultés à initier, à commencer des choses, à prendre des décisions, à passer à l'action. Donc, soit les freins sont internes, là aussi, ça peut être des peurs. On peut avoir peur de commencer quelque chose de nouveau et on va rester dans ce qu'on connaît, même si on s'encroute et si on s'ennuie ou si on tourne en rond. Mais voilà, il y a des peurs subconscientes et c'est des peurs fortes vis-à-vis du fait d'initier quelque chose de nouveau ou de trancher, de décider, d'avoir une décision qui va avoir un impact fort, comme par exemple changer de travail, quitter une relation, quitter un lieu de vie. Toutes ces décisions-là peuvent faire remonter des peurs qui effectivement vont être paralysantes jusqu'au moment où on arrive quand même à dépasser et à transmuter. On n'est pas bloqué non plus complètement là-dedans, mais c'est ce qui peut, selon moi, se passer lorsque Lilith, la lune noire, se trouve en bélier. Il peut y avoir un manque de clarté d'esprit dans le sens où, comme il y a une difficulté d'incarnation, on peut vraiment des fois se demander c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qu'on est venu faire là, quelle idée, quel projet est-ce que je pourrais suivre, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui l'est pas, voilà. Il y a une espèce de flou par rapport à ça. Encore une fois, c'est très lié à la maison dans laquelle se trouve la lune noire en bélier. C'est pas valable pour tous les aspects de notre vie. Et il peut y avoir aussi, dans certains cas, c'est pas systématique, mais dans certains cas, un peu des difficultés sur le plan de la sexualité. Soit l'énergie sexuelle est trop forte et elle est difficile à canaliser, ça peut être ça peut déborder. Soit il y a des inhibitions, il y a des blocages. Donc si j'en viens un petit peu dans cette partie de mon interprétation à celle du thème de Vincent Van Gogh. Quand on connaît un petit peu, même comme moi de façon superficielle, la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh, on sait que c'est un peintre de génie. Il fait partie des peintres les plus célèbre et dont les toiles se vendent le plus cher au monde, mais il n'a jamais été reconnu de sa vie. Il a vécu dans la misère, la pauvreté. Il avait aussi visiblement des troubles psychologiques. Il souffrait de dépression. Donc ça peut être lié justement à sa difficulté d'incarnation. Ça peut aussi être lié à sa forte sensibilité. Si on regarde le thème dans son ensemble, il a quand même beaucoup d'eau dans son thème. Il a 3 planètes en poisson, Neptune, Mars et Vénus, et il a un ascendant cancer. Et donc, quand on a beaucoup d'eau et qu'en plus on a une difficulté d'incarnation dans son thème, c'est assez classique que l'émotionnel soit difficile à gérer. Il peut y avoir de l'émotivité, de l'hypersensibilité, même si on est, ou peut-être d'autant plus qu'on est quelqu'un de plutôt gentil, bienveillant, ça correspond au poisson, on souffre encore plus, on est vite touché par des remarques, par des critiques, par des difficultés que l'on vit, par ce qu'on voudrait être et qu'on n'arrive pas à être. Donc tout ça a pu effectivement participer au mal-être qui habitait Vincent Van Gogh, donc sa difficulté d'incarnation et son hypersensibilité. C'est vrai aussi que, comme je disais, si la maison 10 représente la maison des maîtrises, de l'expertise et des compétences, son soleil en bélier en maison 10 lui a permis de développer une vraie expertise et une vraie maîtrise dans ses techniques de peinture. Mais là encore, comme je vous le disais, il n'a jamais été reconnu de son vivant. Et ça, à mon avis, on peut le lier à sa Lilith en bélier en maison 10, dans le sens où comment dire, cette nouvelle vie qu'il aurait pu avoir s'il avait été reconnu, il n'a pas pu y rentrer quelque part. Il n'a pas pu initier une autre vie que la vie qu'il a vécue tout au long de sa vie et qu'il a quand même mené au suicide. On sait qu'il a une fin tragique et qu'avant d'arriver au suicide, il a quand même aussi rejeté le corps, il s'est automutilé. Donc voilà, une vraie difficulté, à mon sens, d'incarnation.
d'acceptation aussi de soi quelque part, hein, bon, et comme on disait, des vraies souffrances aussi émotionnelles. Bon, hein, je vous rassure, hein, c'est pas parce que vous avez la lune noire en Bélier que vous allez vivre la même vie que Vincent Van Gogh. Encore une fois, il faut regarder le thème dans son ensemble, mais il y a des aspects liés à cette lune noire qui peuvent participer, amplifier peut-être le désespoir dans lequel il a sombré à un moment donné dans sa vie. À côté de ça, il était quand même capable de peindre des œuvres magnifiques qui nous touchent encore et qui nous toucheront encore peut-être pendant des centaines, voire des milliers d'années, tant que son œuvre continue à exister. Alors pour sa sexualité, je ne sais pas trop, mais visiblement, il aurait pu se destiner à une vie de religieux. Son père était, je sais plus si c'était curé, mais enfin en tout cas c'était un religieux et il pensait que il devait pas être curé, il devait être pasteur ou voilà, puisque pour avoir des enfants, faut pas être dans la religion catholique. Donc effectivement, il aurait pu se destiner à une vie de religieux. Donc ça veut peut-être dire que voilà, au niveau sexualité, il n'avait pas forcément quelque chose de débordant ou de fort de ce côté-là. Ça n'a pas été sa voie, je crois qu'il a échoué tout simplement, il a tenté mais il a échoué. C'est vrai aussi, alors j'y viens pour l'aspect suivant que j'ai pas encore abordé de la lune noire en Bélier, on peut vivre aussi un excès d'autorité ou avoir des difficultés face aux figures d'autorité. Et si je prends, ce que j'ai pu lire sur la relation entre Vincent Van Gogh et son père, il était vu, son père, comme étant quelqu'un d'assez autoritaire quand même, qui justement l'a plus que induit vers la voie de la religion. Ceci dit, avec ses planètes en poisson, pas étonnant aussi qu'il était attiré, surtout un Mars en poisson, il y a un côté un petit peu dévoué, dévotion, qui peut faire que, en tout cas à cette époque, la voie religieuse pouvait être vraiment envisagée. C'était pas non plus que de la contrainte paternelle. Mais n'empêche que effectivement, il a visiblement eu une figure d'autorité au niveau du père qui était quand même assez stricte et peut-être même très critique par rapport à lui, par rapport à ses choix de vie. Et à côté de ça, de ce que j'ai pu lire, il n'avait pas non plus très très bon caractère, ce qui se comprend aussi, Vincent Van Gogh, et pouvait être parfois dur dans ses propos, même si voilà, il avait une nature très sensible, mais justement parce qu'il était sensible, il pouvait être aussi parfois un petit peu autoritaire. Donc après, ça va nous donner éventuellement de l'entêtement, de l'obstination. Une lune en Bélier, on voudrait que les choses se passent comme on l'a décidé, quitte à ce que ce soit pas clair ce qu'on a décidé. Et puis on supporte pas non plus trop les oppositions, les empêchements à faire ce qu'on veut, mais on risque de se confronter justement à des oppositions. On risque de se confronter soit à des figures d'autorité qui vont nous barrer la route, qui vont nous empêcher de faire ce que l'on veut. Soit en fait on va avoir des obstacles et ce que l'on veut on va pas pouvoir le réaliser. Et là ça peut aussi faire remonter un état d'émotions difficiles, lourdes, et même de la colère, de l'agressivité, de la peur, du rejet de l'autre. Il peut y avoir même dans certains cas une vision un peu extrémiste, parce que quelque part le Bélier fait partie des signes assez passionnés. Il est gouverné par Mars, ce signe de feu, donc signe de feu plus Mars, donc le côté guerrier, combatif, on va bien le trouver. Donc il se peut aussi qu'effectivement la lune noire en Bélier stimule soit un côté combatif mais excessif, mal orienté si je puis dire, soit la rencontre avec des personnes qui vont être des personnes qui vont symboliquement, mais sortir le glaive et attaquer le porteur de la lune en Bélier. Donc ça peut être le cas, il me semble, dans la vie de Vincent Van Gogh. Je sais que, en fait, il a été beaucoup critiqué, notamment par les autres peintres. Donc, c'est une façon aussi d'attaquer quelqu'un dans son être, dans son essence, que de critiquer son. C'était plus qu'un gagne-pain, c'était une expression de lui, sa peinture, son œuvre. Donc en fait, c'était lui-même qui était attaqué quand on attaquait sa peinture. Et donc voilà, c'est ce côté aussi combativité ou attaque qu'il a pu vivre à travers cette lune noire en Bélier, et comment il pouvait y résister, pas évident avec sa sensibilité. Donc voilà, c'est des aspects à mon avis qu'on peut interpréter de cette façon-là en rapport avec la lune noire en Bélier. Donc ça ne veut pas dire forcément que vous allez être attaqué, mais voilà, il y a peut-être des attaques que vous allez vivre au cours de votre vie. Elles peuvent être évidemment physiques, mais je pense que ce sont plus souvent, en tout cas à notre époque, des attaques verbales, dans les comportements, dans les attitudes. On s'en prend pas forcément au corps physique, et puis c'est pas des fois même le plus dangereux. Il suffit de descendre quelqu'un avec des propos dévalorisants, avec de l'humiliation pour vraiment le blesser intérieurement. Donc voilà, une
noir en bélier peut faire qu'à certains moments de sa vie, hein, pas tout le temps quand même, on vit ce genre, enfin, on vit des attaques. Voilà. Après, ça peut aussi, dans les hypothèses d'interprétation, montrer qu'il y a une passion obsessive, parce que voilà, le bélier, c'est toujours Mars, c'est le feu, fait qu'on peut être à fond sur un centre d'intérêt, sur un sujet, et au point à l'extrême, hein, et bon, c'est plus vrai peut-être pour Van Gogh que pour toutes les personnes porteuses d'une lune en bélier, de frôler la folie, parce qu'on est à fond sur un truc, et si on se laisse absorber par ces tendances liées à sa lune noire, on oublie le monde extérieur, on oublie les autres, donc solitude, isolement, enfermement également, hein, et on se déconnecte, hein, tout simplement du moment présent et de toutes les possibilités autres que ce qui fait partie de la passion obsessive. Donc voilà, il y a une question effectivement à se poser quand on a la lune en bélier. Est-ce que j'ai pas une passion obsessive qui fait que voilà, je suis trop à fond dans quelque chose et ça m'absorbe tellement que je me perds quelque part là-dedans. Bon, voilà, à regarder, hein, vous me direz si vous avez la lune noire en bélier, si vous êtes sujet à la passion obsessive. Certains, ça va être pour le travail, d'autres, ça peut être pour une relation. Là encore, c'est la maison dans laquelle se trouve la lune noire en bélier qui peut nous dire où il y a un risque de passion obsessive. Je pense que pour Van Gogh, comme c'est en maison 10, c'était pour atteindre une forme de perfection, hein, de sommet, d'aboutissement, d'accomplissement. Voilà, donc et je crois, hein, quand j'ai lu un petit peu des choses concernant sa vie, que quand il peignait, il pouvait passer des heures sans manger, hein, si c'est pas des jours, tellement il était dans dans sa bulle, dans son univers, dans sa passion obsessive, et qui n'a pas forcément justement rendu heureux. Hein. Donc voilà, des aspects comme ça, un peu d'intensité, Mars, signe de feu du bélier, voilà, une possibilité d'interprétation et de vécu. Après, il peut y avoir aussi au niveau des émotions des problématiques de colère, d'agressivité, de rejet de l'autre, d'impatience, d'impulsivité, et donc certains vécus de la violence, que l'on soit dans la violence vis-à-vis des autres, que l'on vive des autres de la violence, hein, encore une fois, l'histoire du glaive, hein, symbolique, et que l'on soit dans l'auto-violence, hein, ce qu'a vécu quand même Van Gogh, puisqu'il s'est coupé une oreille, donc en forme de violence, on fait quand même fort. Encore une fois, hein, c'est lié aussi à ces troubles psychologiques, hein, donc ce n'est pas que sa lune noire en bélier qui a contribué à ça, mais voilà, à voir si quand on a la lune noire en bélier, cette forme de violence intérieure, extérieure, venant de soi, venant des autres, on ne l'a pas à un moment donné vécu au cours de sa vie. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est les aspects plombants, sombres, mais il n'y a pas que ça hein, dans la lune noire et Lilith. Si on s'arrêtait à ça, on serait évidemment, on pourrait sombrer dans le désespoir. Non, l'idée, c'est que ça peut se transmuter. C'est la spiritualisation de la matière. Donc, il va falloir y mettre du sens, il va falloir le voir, il va falloir comprendre ce que l'on vit et travailler à sa transformation, à son élévation. Parmi les clés d'élévation possibles, je vous en donne une. Il y en a d'autres, évidemment. Hein, il faut regarder le thème dans sa totalité. Merci, je vais y arriver. C'est d'aller voir le signe complémentaire, parce que le signe complémentaire va renfermer des qualités et des axes de travail, d'évolution, qui vont vraiment être utiles à cultiver pour tempérer et, comme je le disais, peut-être participer à spiritualiser cette partie de nous, ces vieilles histoires, parce que tout ça, ça peut être lié à un karma passé, où effectivement, lune en bélier, on a peut-être vécu, comme je disais, des souffrances au cours de précédentes incarnations, on a peut-être connu la guerre, on a, enfin bon, bref, vécu des choses compliquées. Et donc, aller voir le signe complémentaire, c'est peut-être trouver des outils pour tempérer et élever ces vibrations sur cette matière très basse, très dense, montrée par la lune noire dans notre signe. Donc, la balance qui correspond au signe complémentaire du bélier, il s'agit en fait de cultiver une forme d'expression. Donc, ça peut être l'expression artistique. Hein, je pense que quand même, quelque part, c'est l'art hein, qui a fait te dire, bon, Van Gogh, s'il n'avait pas eu l'art, peut-être qu'il se serait donné la mort beaucoup plus tôt dans sa vie. Bon, c'est facile à dire, on va refaire son histoire, mais je pense que dans l'art, il puisait quand même les moments les plus heureux de sa vie. Donc, cultiver une forme d'expression, d'expressivité. L'expression, c'est aussi la communication, donc ça veut dire qu'il y a des moments où ça peut être bon de partager avec d'autres, de vraiment rechercher la rencontre, peut-être aussi la parole qui peut être
thérapeutique. Donc, comment exprimer des choses? Ça peut être en les notant, ça peut être en allant voir un thérapeute avec lequel on va parler des souffrances, des peurs, des angoisses qui peuvent remonter quand on a voilà cette lune noire en Bélier. Donc, être dans une forme effectivement d'expression et de partage, et même carrément de se trouver un peu comme un partenaire, quelqu'un qui va épauler, rassurer, conseiller. Je pense que pour Van Gogh, c'est son frère, hein, Léo Théo, qui l'a beaucoup quand même soutenu. Alors, il l'a soutenu financièrement, il l'a soutenu psychologiquement. Je crois ils entretenaient une correspondance très suivie. Donc là aussi, ça a peut-être participé au fait qu'il a tenu bon et il avait quand même une personne sur laquelle il pouvait s'appuyer. Donc voilà, trouver un ou plusieurs partenaires, évidemment. Hein, ça peut être familial, ça peut être en couple, ça peut être amical, peu importe, ou professionnel. Des personnes qui sont un petit peu des référents ou quelqu'un, voilà, à qui on peut parler un peu à cœur ouvert quand on en ressent le besoin. Bon, voilà. Donc, cultiver l'expression, le rapport à l'autre, se trouver un partenaire fiable avec lequel on peut parler de ces difficultés ou de ces questionnements existentiels un peu délicats. Donc, l'expression artistique, ça peut être aussi l'aspect scientifique, parce que la balance renvoie non seulement à l'aspect artistique, mais elle renvoie aussi à tout ce qui est esprit scientifique. Et donc, là, ce serait de cultiver l'analyse objective, la posture d'observateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en moi? Qu'est-ce que je ressens? À quoi je le relie? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Si je me sens mal, comment je peux mettre en place des actions pour me sentir un peu mieux? Enfin, voilà, c'est être dans une forme de prise de recul, éventuellement quand c'est possible, mais évidemment plus facile à dire qu'à faire, essayer de dédramatiser quand voilà, on se sent plombé, et effectivement amener voilà de la réflexion, de l'observation par rapport à ce qui est vécu, pouvoir en tirer aussi des leçons afin d'engager des changements nécessaires. Hein. Si justement j'ai peur par exemple de quitter mon travail parce que voilà, initier quelque chose de nouveau alors ça me terrorise, c'est un mot fort, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour envisager un changement professionnel de la façon la plus sécurisée, rassurante possible? Donc il y a une stratégie quelque part à développer, et on peut trouver dans la balance ces capacités effectivement à réfléchir de façon assez pondérée, hein, peser les pour, les contre, mesurer les avantages, les inconvénients, réfléchir à la manière de s'y prendre, comprendre aussi d'où vient l'envie de changer de travail et qu'est-ce qui a envie de s'exprimer dans un autre travail, voire dans un autre métier. Voilà, on se pose des questions un petit peu essentielles. Ensuite, il s'agit aussi de repérer à quel moment dans sa vie, parce qu'il y a plein de moments dans sa vie où on va quand même être dans le calme, on va être quand même dans la tranquillité, et donc d'observer un petit peu qu'est-ce qui contribue à ce calme et à cette sérénité, et de voir comment on peut cultiver ça le plus possible. Évidemment, hein, ce ne sera pas non plus si facile que ça, mais comment le cultiver le plus possible pour que justement, voilà, on n'ait pas ces émotions un peu délicates, plombantes qui remontent. Donc c'est vraiment rechercher le calme, la tranquillité. Pour aller encore plus loin, et c'est là où on peut avoir aussi deux, on va dire, voies d'intérêt pour les mystères. Donc, si on les creuse côté balance avec la lune noire en bélier, ce serait de connaître les lois spirituelles, parce que les lois spirituelles peuvent aider à éclairer, justement, c'est quoi l'incarnation, pourquoi il a fallu que je revienne, d'où viennent les peurs, c'est quoi le corps émotionnel, c'est quoi la personnalité, c'est quoi l'âme. Donc, se poser ces questions essentielles, c'est quoi les lois de l'âme, etc. Donc là, bon, il y a des ouvrages, hein, des ouvrages philosophiques, mais aussi justement les ouvrages d'Alice Bailey qui traitent des lois spirituelles, et d'autres qui peuvent apporter cet éclairage-là. Et donc on peut voilà vraiment développer des connaissances et s'intéresser, vraiment creuser, et peut-être comprendre aussi avec une sensibilité propre ce que sont ces lois spirituelles, et ensuite effectivement
plus on travaille comme ça avec les qualités de la balance, et bon, évidemment, comme je le disais, c'est une voie d'évolution. Il faudrait regarder l'ensemble du thème pour voir où sont les autres voies d'évolution. Ça peut être intéressant quand on a la lune noire en bélier, ben justement de repérer où se trouve Mars. Ça peut donner aussi un élan, une dynamique pour éviter de rester trop enfermé dans ses peurs et ses difficultés à initier des choses nouvelles. Mais bref, tout ça peut mener vers une transmutation, hein, la fameuse épreuve initiatique, où en fait, parce que je suis en fin de compte venue me libérer de cette difficulté d'incarnation et de cette difficulté à initier des choses nouvelles, à partir du moment où je vais vers la transmutation, c'est ce dont je vais devenir capable. Je vais être capable de devenir un initiateur, je vais être capable d'aller vers ce que je ne connais pas en étant non seulement pas sans peur, mais en tout cas avec beaucoup de moins de peur qu'auparavant, mais de pouvoir aussi discerner ce qui est vraiment intéressant à explorer, quelles sont les idées, les projets percutants, intelligents que je pourrais avoir, qu'est-ce que je peux contacter aussi du plan de mon âme et comment je peux exprimer davantage ce plan de l'âme que je suis fondamentalement, donc renouer aussi avec l'âme, s'y reconnecter, et puis je peux aussi développer les qualités de détermination qui vont faire que je vais réussir à un moment donné dans un domaine de prédilection. Je vais peut-être me découvrir un talent qui était caché aussi par toutes ces ombres, hein, ces aspects sombres. Donc voilà, tout ça peut être ce qui est gagné, si je puis dire, à travers la transmutation de la lune noire ou de Lilith en bélier. Donc j'en finis là avec cette première interprétation et je passe à présent à la lune noire en taureau. Ça peut aussi être un petit peu adapté si vous l'avez en maison 1, donc hein, lune noire en bélier, maison 1, hein, et lune noire en taureau, maison 2. Il y a peut-être des aspects que je vous indique là qui sont aussi présents dans votre psychologie, ou en tout cas dans les peurs enfouies ou dans les pulsions, les difficultés que vous pouvez connaître au cours de votre vie. Donc, lune noire en taureau. Le taureau, quand la lune noire s'y trouve, on va parler de Marie-Antoinette, hein, ancienne reine de France, qui a terminé guillotinée. Donc, le taureau renvoie à des notions de construction, de solidité, de stabilité, de sécurité, de désir, de compréhension par illumination, révélation, hein, c'est un signe de la croix fixe, donc la lumière, mettre les choses en lumière et comprendre au-delà des apparences, comprendre au-delà de ce qui est formel. C'est un signe donc solide qui ancre, qui permet de se sentir là bien présent dans son corps, on habite bien son corps et dans le monde, hein, voilà, d'être là, de pouvoir aussi agir avec efficacité dans le plan des formes. Hein, donc, on trouve souvent des taureaux qui ont des habiletés au niveau manuel, au niveau justement de pouvoir assembler, construire, manipuler des outils, créer quelque chose de, on va dire, un objet physique. Hein. Voilà, donc on a ces qualités-là, sauf que effectivement, quand la lune noire Lilith s'y trouve, eh ben, il peut y avoir des manques, il peut y avoir des peurs par rapport à ça. Donc il peut y avoir une difficulté d'ancrage, c'est-à-dire qu'on est là, on a accepté l'incarnation, mais en même temps, c'est comme si nos pieds touchaient pas vraiment le sol. Il y a l'impression qu'on n'est pas complètement là ou pas complètement dans son corps. On peut des fois se sentir un petit peu aussi en décalage par rapport à son corps, ou à l'inverse, on peut lui accorder trop d'importance, comme si justement on avait besoin de compenser un manque d'ancrage. Donc on va surinvestir le corps, l'apparence. Hein, voilà, ça peut être des personnes qui vont faire hyper attention à leur corps, mais qui peuvent aussi passer à côté d'un souci de santé, parce que justement, comme elles sont pas bien ancrées, pas bien en fin de compte connectées au corps, elles vont pas repérer les signaux indiquant un éventuel risque de maladie ou voilà, un manque, une carence de quelque sorte. Donc difficulté d'ancrage, peut-être aussi qu'il y a inconsciemment évidemment hein, une non-écoute, considération du bien-être. Donc peut-être que, alors au départ, ça peut être quand même vécu au niveau de l'enfance, mais ça vient très certainement même avant, hein, de présente incarnation. J'ai pu être maltraitée physiquement, psychologiquement, j'ai été en danger, j'ai peut-être même été tuée hein, aussi, ou en tout cas mon bien-être n'a pas été considéré, j'ai peut-être été attaquée, abusée, enfin voilà, j'ai été maltraitée au niveau physique surtout, hein, puisqu'encore une fois, le signe de terre, donc surtout en connexion avec le corps. Et donc effectivement, je reviens en incarnation, mais j'ai l'impression que je suis pas bien connectée à mon bien-être et que voilà, même des fois de l'extérieur,
on ignore mes besoins, je suis pas écoutée, pas considérée, pas respectée suffisamment. Là encore, il faut voir dans quelle maison se trouve la lune noire en taureau, parce que ça va pas concerner tous les aspects de la vie. Mais il peut y avoir une expérience comme ça de manque de considération du bien-être qui vient de moi, mais qui peut venir aussi de l'extérieur envers moi. Peut-être aussi un sentiment, ou en tout cas une expérience d'être un peu dominé, d'être contrôlé par une personne, un élément extérieur. On peut être contrôlé par son travail, on peut être contrôlé par aussi ses propres croyances et ses formes de pensée qui empêchent je me sens obligée de ceci ou de cela. Donc, faut voir les croyances qui ont été intégrées ou qui en tout cas remontent, et ça peut effectivement entraver à la fois ma liberté d'être et à la fois aussi mon accès au bonheur et à la tranquillité d'esprit. Donc voilà, ça peut faire partie des interprétations et des vécus de la lune noire en taureau. Il peut y avoir aussi une peur, alors ça c'est assez classique quand même avec la lune noire en taureau, et donc peur de manquer, peur de manquer de sécurité, manquer de stabilité, et donc ça s'accompagne de la peur de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes. Donc en général on peut arriver à une forme de maîtrise dans un domaine donné, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le domaine dans lequel on s'éclate le plus, dans lequel on sent qu'on va s'épanouir. C'est le cas notamment au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau familial. On va donner énormément dans la construction de sa famille, et on va arriver à une forme de maîtrise. En apparence, tout va bien, mais intérieurement, on peut avoir l'impression que on passe à côté de quelque chose, qu'il y a qu'on a négligé d'autres aspects de soi, et que on peut aussi se faire beaucoup de soucis pour si on a beaucoup investi sa famille, pour l'avenir de ses proches, pour l'avenir de sa famille, pour voilà. On peut être facilement, on va dire, un peu inquiet, même si ça n'apparaît pas comme ça de premier abord, parce qu'il peut y avoir une certaine forme de contrôle émotionnel. Donc ça peut être aussi d'autant plus refoulé, enfoui, ces inquiétudes, mais n'empêche qu'il peut y avoir un sentiment un peu presque de vide, de passer à côté de quelque chose. Après, donc comme je disais, ça va avec les formes pensées, les croyances trop rigides. Une lune noire en taureau, on peut avoir des certitudes, alors on va dire des fausses certitudes, mais pour soi ça paraît pas faux. On a des croyances qui sont comme des vérités absolues, des il faut que, je me dois de, c'est comme ça que ça doit être, la vérité c'est. Alors qu'en fin de compte, là encore, c'est beaucoup trop étroit, beaucoup trop limité, beaucoup trop entravant, et ça se traduit par un esprit un peu rigide sur certains aspects. Donc, allez voir la maison où se trouve la lune noire en bélier. Donc, il y a des formes de carcans comme ça. Mais là encore, ça peut aussi venir de l'extérieur. On a pu avoir des espèces d'injonctions, d'impératifs, de valeurs fortes projetées, où on vit dans un environnement qui est relativement rigide, relativement contrôlant, relativement enfermant. Voilà, on se sent coincé, et c'est presque aussi au niveau, comment dire, de ce que l'on vous fait croire être vrai, que ça devient trop contrôlant. C'est un peu de la manipulation quelque part, où voilà, on vous dit que vous n'avez pas d'autre choix que ceci ou cela. Donc voilà, un esprit qui est coincé quelque part par des formes pensées, par des croyances, par des dictats. Là aussi, l'énergie sexuelle peut être soit trop forte, parce que quand même, le taureau est réputé comme ayant une énergie sexuelle relativement puissante, la puissance du taureau, l'animal lui-même. Mais voilà, avec la lune noire, soit cette énergie sexuelle est bloquée, soit elle est débordante, donc pas toujours facile à canaliser. On peut passer beaucoup de temps à s'occuper de sa sexualité quelque part. Donc voilà, point de vigilance aussi. Et à côté de ça, oui, on peut passer à côté de ses besoins essentiels, ses réelles priorités, ce qui aiderait justement à évoluer. Donc voilà, on est rattaché sur des choses qui nous plombent en fin de compte. Mais on ne s'en rend pas compte au départ. Au départ, on trouve que c'est important, on en a besoin pour se sentir en sécurité. Mais voilà, on va finir par être un peu plombé par ça. Pour certaines personnes, une lune noire en taureau peut aussi traduire des problématiques de jalousie, de possessivité, de trop, pour le coup, on n'est pas sur la passion débordante du bélier, mais quand même, il peut y avoir une espèce d'obsession pour le matérialisme, pour le fait de posséder, d'accumuler. Alors, sans forcément rechercher le luxe, mais en tout cas en recherchant à ne manquer de rien, voire à avoir plus
mais vraiment plus que ce dont on a besoin. Et donc, ça peut donner des comportements, oui, d'accumulation, où on va faire des réserves. Hein. Par exemple, on a les placards hyper bien remplis, et non seulement on a le placard bien rempli, mais on a aussi le cellier où on met en plus au cas où on manquerait d'eux, hein, comme si on allait se préparer à vivre une guerre, par exemple. Donc voilà, des comportements un peu d'accumulation, de réserve, voilà, où le matérialisme devient une obsession. Alors chez certaines personnes, ça peut être aussi l'accumulation financière, le goût, oui, un certain goût du luxe, hein, un certain goût aussi de vouloir posséder des choses. J'ai pas pris un exemple que j'aurais pu prendre, hein, mais j'ai pas pris parce que bon, je voulais pas rentrer sur ce terrain-là. Mais un autre personnage célèbre, hein, qui avait la lune noire en Taureau, c'était Hitler. Et donc, je pense que sa possessivité, ou en tout cas son désir de contrôle, d'avoir toujours plus, s'est traduit par son envie de s'accaparer, hein, des pays qui débordaient des frontières du sien quelque part. Hein. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. Donc là, encore une fois, exacerbée avec un exemple tel qu'Adolf Hitler. Mais bon, enfin, je trouve qu'au niveau de ce qu'il a montré, de ce qu'on connaît de lui, de l'histoire, bon, pas étonnant qu'il ait eu la lune noire en Taureau, quoi. Bon, après, il y a d'autres configurations. Je crois qu'il a eu aussi son soleil en Taureau. Mais bref, donc un exemple. Et après, on peut vivre quand même aussi des expériences un peu délicates par rapport à l'argent. Peut-être. Alors attention, hein, c'est une hypothèse, c'est pas forcément systématique. Vous inquiétez pas si vous avez la lune en Taureau et que vous n'avez pas eu de soucis financiers, vous n'allez pas forcément en avoir au cours de cette vie. Mais certaines personnes peuvent connaître des pertes ou être eux-mêmes de l'autre côté, c'est-à-dire être ceux qui font perdre des voleurs quelque part. Hein, ça dépend encore une fois de quel côté on penche, mais les pulsions de l'accumulation ou de vouloir en avoir plus peuvent faire qu'on a des comportements, soit on se fait escroquer, soit on peut devenir un escroc quelque part. Hein. Et donc, on peut aussi voilà, vivre des expériences de perte financière et de vol. Bon, si on prend un peu plus Marie-Antoinette, justement, pour illustrer sa lune noire en Taureau. Donc, elle l'avait en Taureau en maison 11, a priori, hein, si son heure de naissance est exacte, hein, ce dont on n'est peut-être pas totalement sûr. Et elle était, en face, elle était Scorpion, son soleil en Scorpion, accompagné de Vénus. Donc, ça aurait pu être intéressant si elle avait travaillé justement en conscience, hein, sa lune noire, parce qu'elle avait quand même des voies, on va dire, d'évolution qui étaient quand même bien indiquées. Mais la vie en a peut-être fait autrement, ou peut-être que voilà, elle avait une lune noire particulièrement puissante. Mais voilà, on va retrouver dans l'interprétation que je vous propose des événements de sa vie qui retraduisent ça. C'est-à-dire que bon. Elle avait visiblement, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a été guillotinée, hein, donc perte de sécurité pour le coup, là, hein, atteinte à la vie, hein, contrôle extérieur, autorité excessive, enfin voilà, elle n'a pas décidé hein, de sa mort, hein, elle a été tuée. Mais elle avait la réputation d'être assez, comment dire, dépensière, donc matérialiste, et c'est ce qui lui aurait valu justement. Bon, après il y a l'époque hein, qui faisait ça et que ça fait peut-être un moment aussi que le peuple en avait assez d'être gouverné par le roi et par Marie-Antoinette, mais donc toujours est-il que elle était vue comme quelqu'un qui menait une vie au grand train, alors que le peuple souffrait et n'avait même pas de quoi s'acheter du pain. Et en même temps, elle se sentait contrôlée par la cour, par les règles, par ce milieu-là, et donc dès qu'elle pouvait, elle s'en échappait. Je ne sais pas trop au niveau de sa vie sexuelle, mais je crois qu'elle devait avoir un amant quand même. Peut-être qu'elle en a eu plusieurs au cours de sa vie. Bon, voilà, hein, donc peut-être qu'elle avait effectivement une vie sexuelle très active, mais voilà, selon moi, on va retrouver effectivement à travers la perte de contrôle, mais aussi une espèce de difficulté d'ancrage qui fait que si on n'est pas très ancré, on perçoit pas non plus très bien les besoins des personnes extérieures, hein, donc là pour le coup du peuple, hein, pour un régent, et donc on est un peu déconnecté aussi des autres, et donc je pense que ça a contribué quelque part au fait que elle n'a pas été épargnée et qu'elle soit passée à la guillotine. Voilà.
Elle aurait peut-être gagné à travailler avec son signe solaire davantage, hein, le Scorpion. En tout cas, bon, à l'époque aussi, on faisait pas de psychologie, hein, mais voilà, à travailler sur justement hein, son besoin peut-être excessif de sécurité, de stabilité, d'acquisition, etc. Et donc, c'est en travaillant avec le Scorpion qu'on peut trouver des voies d'évolution intéressantes, des voies de transmutation. Donc, globalement, pour une personne qui a la lune noire en taureau, ben, j'aurais tendance à dire justement, allez voir vos peurs de manquer, vos peurs de sortir de votre zone de confort, votre peur peut-être même d'être en danger physiquement, peut-être qu'il y a une histoire karmique hein, à ce niveau-là, et peut-être que Marie-Antoinette, elle a vécu une reproduction, c'est-à-dire qu'en fait, elle a peut-être déjà mal fini sa vie dans les précédentes incarnations, elle l'a revécu là. Bon, ça c'est une possibilité aussi. L'ascendant cancer peut inviter à revisiter un passé, donc voilà, peut-être que effectivement, elle portait déjà ces histoires de lune noire en taureau dans notre présente incarnation et elle l'a revécu là hein, sans arriver à le dépasser. Donc j'espère que pour son incarnation suivante, elle a pu évoluer. Mais donc effectivement, avec le Scorpion, on va chercher à comprendre, on va creuser. C'est le signe qui gouverne la psychologie, c'est le signe qui gouverne l'astrologie, qui gouverne aussi un petit peu tout ce qui est sciences occultes. Donc c'est pas pour faire de l'occultisme pour autant, mais c'est cette idée de sortir un peu de ce qui est trop rationnel, trop concret, trop terre à terre, trop formel, trop dans les apparences, pour creuser, pour s'intéresser à ce qui est plus subtil, le plan des énergies, les enseignements ésotériques, là aussi la philosophie, la sagesse ancienne, pour voilà se poser des questions un petit peu existentielles et se rendre compte que au-delà peut-être de ce que l'on voit, de ce que l'on croit de façon très concrète et formelle, il existe des choses plus subtiles. Donc ça demande effectivement de s'y intéresser et voilà, et d'aller même en soi, dans sa propre psychologie, dans ses propres difficultés, de voir ce qui a pu être caché, enfoui, de voir ce qui se passe si effectivement je me sens en danger sur le plan de la sécurité matérielle. Qu'est-ce que ça me fait quel type de comportement je mets en place? Est-ce que j'évite justement? Est-ce que je fais marche arrière? Mais qu'est-ce qui se passe si je fais marche arrière? Comment je me sens par rapport à ça? Donc voilà, on est invité effectivement à mettre tout ça en lumière, avoir une approche où on va s'intéresser quand même un petit peu à son fonctionnement psychologique. Et après, on peut aussi hein, s'intéresser justement à ce qui est au-delà des apparences. Hein. Je le disais, le taureau, il est relié quand même au principe d'illumination. Donc, ça renvoie aussi à tout l'enseignement bouddhique hein, sur le rapport au désir, sur ce qui peut aussi voilà entraver notre évolution de conscience et comment quelque part transmuter un petit peu le désir et les peurs. Donc voilà, ça pourrait être aussi quand je dis s'intéresser au Scorpion, ça peut être s'intéresser aussi à l'approche bouddhique et avoir peut-être comme ça sur sa table de chevet des ouvrages qui traitent du bouddhisme et des pratiques aussi hein, qui sont des pratiques issues du bouddhisme. Et donc ça peut mener vers le fait justement de dépasser ces peurs et donc d'acquérir en sécurité intérieure. Et là, à partir du moment où on se sent en sécurité sur le plan intérieur, quoi qu'il se passe dans la vie, on sait qu'on va s'en sortir, on sait qu'on va rebondir, on sait que voilà, même si du jour au lendemain le compte en banque était quasiment vidé, on aurait les ressources, les moyens de le remplir à nouveau. Donc ça peut permettre d'être aussi entre guillemets, hein, je ne veux pas dire que les personnes qui ont la lune noire en taureau sont pas courageuses, hein, loin de là, mais ça permet de gagner en courage quand même par rapport au fait justement d'aller vers les changements qui peuvent être nécessaires à vivre, de pas s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un par rapport auquel c'est dépassé, ça a plus lieu d'être, donc ça donne le courage aussi d'avancer, de se confronter à l'inconnu quand on a une sécurité intérieure. Donc voilà, c'est l'épreuve, la transmutation, permet de gagner. Donc on spiritualise cet aspect-là où on se spiritualise soi-même, puisqu'on gagne donc en sécurité, en foi peut-être aussi, en confiance dans la vie, dans soi-même, hein, dans les autres. Ça permet aussi de développer une vision plus juste de la place qu'a le matériel, l'argent, les objets, les possessions, le corps, l'importance accordée aux apparences, à ce qui est formel, à ce qui est très voilà, à ce qu'on cherche à cadrer, structurer. Ce qu'on prend cette œuvrée, ce qu'on définit comme étant la vérité.
vérité tout ça, on peut avoir une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus éclairée. On peut aussi mieux comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, ceux qui ont voilà, des visions différentes. On gagne un peu en souplesse quelque part, et c'est le rôle de l'eau que de rendre la terre plus souple, parce qu'une terre sans eau, c'est un roc stérile quelque part. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec son signe complémentaire quand on a une lune noire en signe de terre, et donc de travailler avec là le scorpion. Et donc on peut comme ça voilà gagner vraiment en perception juste de soi, de l'autre, de la vie, en stabilité intérieure. Et on peut aussi trouver quels sont nos besoins fondamentaux, quels sont les besoins fondamentaux des autres, au-delà des apparences, au-delà même de ce qu'ils peuvent penser être leurs besoins, mais que voilà derrière il y a peut-être quelque chose de plus fondamental. Donc voilà, on peut aussi accompagner les personnes à développer, à acquérir ce qui correspond à leurs besoins fondamentaux. Voilà donc ce que j'avais envie de vous proposer sur cette première vidéo concernant l'interprétation de la lune noire Lilith dans le thème de naissance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de vos partages, de vos likes, de tout ce qui fait vivre ma chaîne YouTube et qui me permet donc de continuer à faire des vidéos. La prochaine sera consacrée à Lilith en Gémeaux, en Cancer et en Lion. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.